On va s'attaquer à une question immense, peut-être l'une des plus vieilles de toute la philosophie. Pour bien vivre, qu'est-ce qui compte le plus? Et cette grande question, elle se résume à un dilemme, un choix fondamental. Est-ce que c'est de savoir ce qui est juste ou de faire ce qui est juste? C'est vraiment ça le cœur du débat. Une tension en fait entre la connaissance parfaite et l'action qui marche, l'action efficace. Alors, pour y voir plus clair, il faut revenir aux sources. Et les Grecs anciens, eux, ils avaient des mots bien précis pour parler de ça. Comprendre ces mots, c'est vraiment la clé pour déverrouiller tout le reste. Voilà, on y est. D'un côté, on a la théoria. Ça vient du grec théorène, observer, examiner. C'est le monde de la pensée, de la contemplation. Le but, c'est de comprendre, de savoir ce qui est. Et de l'autre côté, la praxis. Ça vient de pragma, la chose concrète. Là, on est dans l'action, dans le monde réel, dans l'engagement moral. C'est l'acte d'agir. Ok, donc on a cette tension entre théorie et pratique. Et ce qui est fascinant, c'est que 3 des plus grandes écoles de philosophie de l'Antiquité ont proposé des réponses radicalement différentes à ce problème. On va donc explorer ensemble le platonisme, l'aristotélisme et le stoïcisme. On commence notre voyage avec Platon. Et avec lui, attention, on décolle. Parce que pour Platon, la vraie réalité, la vérité avec un grand V, eh bien, elle n'est pas ici, dans notre monde de tous les jours. Elle est ailleurs, dans un monde supérieur, un monde parfait. En fait, pour Platon, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on touche, ce ne sont que des ombres, des copies imparfaites. Pensez à un cercle. On peut en dessiner un, mais il ne sera jamais mathématiquement parfait. Le vrai cercle, le cercle idéal, la forme du cercle, lui, il existe dans ce fameux monde des formes. Un monde qu'on ne peut atteindre que par la pensée pure, par la raison. Et pour nous faire comprendre ça, il a une histoire géniale, l'allégorie de la caverne. Imaginez, des prisonniers, enchaînés depuis l'enfance au fond d'une grotte. Ils ne voient que des ombres projetées sur le mur, et pour eux, c'est ça, la réalité. Mais un jour, un prisonnier réussit à s'échapper. Il sort, il découvre le soleil, la vraie connaissance, les formes. C'est le philosophe. Et son devoir, sa mission, c'est de redescendre dans la caverne pour essayer de libérer les autres, même si personne ne le croit. Donc on voit bien le truc chez Platon. La théorie, la théoria, passe en premier et de loin. Pour avoir une société juste et une vie bonne, il faut d'abord avoir le plan parfait, le blueprint. Et ensuite, on l'applique à notre monde imparfait. La conséquence logique de tout ça, c'est sa figure du philosophe roi. Le seul dirigeant légitime, c'est celui qui a vu la lumière, qui a accès à la forme du bien, et qui peut donc gouverner grâce à cette connaissance parfaite. Ok, on quitte le monde des idées pour redescendre sur Terre. Et on le fait avec l'élève le plus célèbre de Platon, Aristote. Et lui, c'est tout l'inverse. Il va nous dire « Arrêtons de regarder le ciel et regardons plutôt ce qui se passe juste ici ». Pour Aristote, la pratique n'est pas juste une pâle copie de la théorie. Non, c'est un champ de connaissances à part entière. Oublions l'idée d'un plan parfait venu d'en haut. La vie bonne, on la construit, on la trouve en agissant correctement, ici, dans le monde tel qu'il est. Et pour ça, il fait une distinction super importante, vraiment cruciale. D'un côté, il y a ce qu'il appelle la poésis, c'est-à-dire la production, le faire. Quand un artisan construit une maison, le but, c'est la maison, le produit fini. Mais de l'autre côté, il y a la praxis, l'action. Quand on agit courageusement, le but n'est pas de produire quelque chose d'extérieur, le but, c'est l'acte courageux lui-même. L'action est sa propre fin. Cette approche très concrète, on la retrouve dans sa théorie des 4 causes. C'est comme une boîte à outils pour analyser n'importe quoi dans le monde. Prenez une statue. Pour la comprendre, on se pose 4 questions. 1. De quelle matière est-elle faite? Le marbre, par exemple. C'est la cause matérielle. 2. Quelle est sa forme? Celle d'une femme. C'est la cause formelle. 3. Qui l'a fabriquée? Le sculpteur. C'est la cause efficiente. Et enfin, 4. Pourquoi a-t-elle été faite? Pour être un bel objet. C'est la cause finale. C'est une méthode d'analyse hyper pratique. Et tout ça, ça mène à l'objectif ultime pour Aristote, le daimonia. On traduit souvent par bonheur, mais c'est bien plus que ça. C'est l'idée d'une vie accomplie, d'un épanouissement humain. Et comment on y arrive? Pas en contemplant un idéal, mais par la pratique constante des vertus. C'est en étant courageux, juste, généreux, encore et encore, qu'on finit par s'épanouir. Maintenant, après la théorie venue d'en haut de Platon et la pratique les pieds sur terre d'Aristote, on prend un virage à 180 degrés avec les stoïciens. Eux, ils vont opérer un repli vers l'intérieur. Leur constat est simple. Le monde extérieur est chaotique, imprévisible. L'unique chose sur laquelle on a un contrôle total, c'est notre esprit. Et à partir de là, ils vont faire quelque chose de complètement révolutionnaire. Ils prennent tout ce qui angoisse les gens d'habitude, la santé, l'argent, la réputation, la douleur et même la mort, et ils mettent tout ça dans une seule et même catégorie, les choses indifférentes. Pour eux, ces choses ne sont ni bonnes ni mauvaises.
Alors, si tout ça est indifférent, qu'est-ce qui compte? Eh bien, pour les stoïciens, la seule chose qui soit vraiment bonne, c'est la vertu. Et la seule chose qui soit vraiment mauvaise, c'est le vice. Tout le reste, absolument tout le reste, est hors de notre contrôle. C'est une redistribution totale des cartes. Les événements extérieurs n'ont plus aucun pouvoir sur notre sérénité. Et il y a une citation d'Épictète qui résume ça à la perfection. Il disait « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais le jugement que nous portons sur les choses. » Tout est dit. Le problème n'est pas ce qui arrive, mais ce qu'on pense de ce qui arrive. Ce principe donne naissance à une image magnifique, la citadelle intérieure. C'est une métaphore pour un esprit qui, grâce à la raison et à la vertu, devient une forteresse imprenable. Les malheurs, les critiques, les événements extérieurs, tout ça peut bien s'acharner sur les murs. Rien ne peut atteindre l'intérieur. Et cette citadelle, on la construit brique par brique, par un entraînement mental de tous les jours. Ici, on voit bien comment la théorie et la pratique fusionnent complètement. C'est un véritable programme d'entraînement. Ça s'appelle la discipline de l'assentiment. Ça se passe en plusieurs étapes. D'abord, une impression nous vient à l'esprit, disons un coup de tonnerre. Étape 2, on l'examine de façon neutre. C'est un bruit de tonnerre. Étape 3, la plus dure, on retire tout jugement subjectif, toute émotion. On ne se dit pas « Oh non, c'est terrifiant !» Et enfin, étape 4, on ne donne son accord, son assentiment qu'aux faits bruts, objectifs. Et à partir de là, on peut agir avec vertu. C'est un exercice constant pour garder le contrôle. Alors, pour résumer, on se retrouve avec 3 cadres de pensée, 3 kits pour bien vivre, si on veut. On a le plan de Platon, il faut s'élever jusqu'à la connaissance parfaite, puis la redescendre pour l'appliquer au monde. On a le guide d'Aristote, on reste ancré dans le monde réel, on cultive la vertu par l'action pour s'épanouir. Et enfin, l'entraînement du stoïcien, on construit une forteresse intérieure en maîtrisant nos jugements pour devenir insensible au chaos extérieur. Et tout ça, bien sûr, nous ramène à aujourd'hui. Ces 3 approches antiques sont toujours incroyablement pertinentes. Alors la question se pose. Dans notre monde actuel si complexe, si rapide, de quoi a-t-on le plus besoin? D'un plan directeur venu d'en haut? D'un guide pratique pour naviguer au quotidien? Ou d'un entraînement mental pour se protéger? C'est une question qui reste ouverte.